Donc Da Vinci Mode, c'est un projet au croisement de la recherche, de l'enseignement et de la création qui supposait une collaboration entre des étudiants, des élèves de divers lycées professionnels et qui devait aboutir sur la fabrication de costumes de la Renaissance. La finalité du projet était de finir de présenter tout ce qui était fabriqué par nos étudiants et nos élèves lors d'un défilé de mode théâtralisé dans un château de la Renaissance, de manière à tenir un discours sur la mode à la Renaissance et en même temps présenter des créations concrètes. Alors le projet a été financé avec générosité par la région Centre, l'ADRAC et une association de Romorantin qui s'appelle R2V2. Cela a permis une collaboration avec toute une série d'intervenants différents, le lycée Choiseul, le lycée Clouet, le lycée d'Alembert d'Issoudun, spécialisé dans le cuir, puis le lycée Gauguin. Toute cette collaboration dans des domaines particuliers de la mode a permis de réaliser le projet final avec le défilé au château de La Ferté-Imbaud, qui est un autre partenaire. Les enjeux du projet étaient aussi bien scientifiques qu'économiques, c'est-à-dire que nous avions en tête qu'il était important de donner à voir ce qu'étaient des vrais costumes sourcés historiquement. Une région comme la région Centre ne peut pas se permettre de donner à voir des pseudo-costumes Renaissance. Donc l'enjeu scientifique, il est là. La plus-value du projet pour nos étudiants au Centre de la Renaissance, c'était de saisir la difficulté des savoirs de la main. Ça m'intéressait vraiment d'étudier ce lien entre le savant d'un côté et les artisans de l'autre. Personnellement, j'aimerais renouer avec cette idée que l'on doit être sur le terrain pour bien comprendre le monde. Donc je voulais voir cela de façon très pratique avec l'atelier de l'intelligence de la main. Ça m'a toujours intéressé de savoir comment étaient fabriqués les vêtements à la Renaissance et surtout le savoir-faire parce que c'est quand même quelque chose qui disparaît, donc ça m'intéresse beaucoup. Donc c'est vraiment intéressant, oui, cette idée de partage. Par exemple, les étudiants en histoire, ils peuvent partager leur savoir sur les différents personnages historiques qu'on va jouer. Les étudiants en couture, ils peuvent vraiment partager tout leur savoir-faire parce qu'il y en a énormément à savoir en couture. Pour les élèves, c'était aussi l'occasion de découvrir toute la partie culturelle qui, en région Centre, est très importante, c'est-à-dire le lien avec la Renaissance. Et donc, découvrir comment l'on travaillait à la Renaissance, comment l'on faisait des patrons, comment la mode imposait un certain nombre de standards, et de voir si éventuellement ce type de travail pouvait inspirer des travaux modernes dans les filières de la mode d'aujourd'hui. La confection des costumes, compte tenu du fait que les gens n'étaient pas encore des professionnels, a duré pratiquement 4 mois. C'est-à-dire qu'il a fallu que chacun s'approprie des techniques, des savoir-faire qui ne lui étaient pas familiers. La base du travail pour les costumes, ce sont d'abord des représentations de la Renaissance. L'autre façon de travailler, c'est de travailler avec des patrons. Les sources qui permettent aujourd'hui de faire de la reconstitution de costumes de la Renaissance sont les vêtements qui existent encore de nos jours, mais aussi des carnets de tailleurs que l'on a retrouvés en Espagne, par exemple. Il existe également des études qui ont été menées, notamment celle de Janet Arnold, qui permettent d'avoir des patrons de la Renaissance. Le choix des costumes était lié à la présentation théâtralisée. C'est-à-dire qu'il nous fallait des choses qui étaient globalement de la même époque, c'est-à-dire le 1er XVIe siècle. Donc on avait de la mode
Tudor, de la mode anglaise, on avait de la mode française, de l'époque de François Ier. On a un tout petit peu triché sur la mode espagnole parce que le patron était plutôt de la fin du XVIe siècle, mais le choix était aussi gouverné par la diversité géographique que nous voulions présenter. Les étapes principales de confection qu'ont découvert nos étudiants et les élèves, c'est d'abord de fabriquer, à partir des sources historiques, de fabriquer un patron, et un patron à l'échelle. Une fois qu'on a fait un patron, il faut réaliser ce qu'on appelle les toiles, qui permettent d'ajuster au corps des modèles le costume final. Et ça n'est que dans un dernier temps, à partir de cette toile qui donne vraiment les dimensions, que l'on produit le costume avec des toiles qui souvent sont précieuses. Hein. Les toiles que nous a confiées la soirée rose sont vraiment des produits de luxe et on a pu travailler ainsi pour chacun des costumes. En fait, le reconstituteur rencontre toute une série d'obstacles. D'abord parce qu'il faut tout faire à la main, parce qu'au XVIe siècle, tout se fait à la main. Ensuite parce qu'il faut des matériaux aussi proches que les matériaux d'époque. Voilà, donc il faut trouver des substituts, mais des substituts qui soient crédibles. Il faut également trouver des matériaux qui soient des matériaux de luxe. Une robe de cour, ça coûtait une ferme. À la fois à cause du travail qui est mis dedans, mais aussi les matériaux eux-mêmes. Et puis le second défi, c'est qu'on a affaire à des élèves et des étudiants. Les élèves étaient plus habitués à coudre, à faire des patrons, etc. Mais ça reste difficile, c'est-à-dire qu'on est dans du savoir-faire qui aujourd'hui est du savoir-faire des grandes firmes de luxe. Donc même un élève spécialisé qui commence ne peut pas retrouver tout ça. Donc vous voyez, c'est toute une série de problèmes très très différents qu'il fallait gérer. Le cas de l'aumônière de Léonard de Vinci est assez intéressant du point de vue du processus de reconstitution. Au départ, nous avons un tout petit dessin du Codex Atlanticus de la main de Léonard de Vinci. Donc avant de passer à ce stade-là, il faut savoir qu'il y a eu énormément de recherches. D'abord sur le cuir que j'allais pouvoir utiliser, donc qui soit à peu près le plus représentatif par rapport à l'époque. J'ai dû interpréter tous les détails de l'aumônière qui n'a pas été le plus simple. Donc avant de partir sur cette aumônière vraiment finale, tout d'abord j'ai réalisé de nombreux essais sur tout ce qui est relief. La partie vraiment la plus travaillée, c'est surtout le rabat. Et donc ensuite je suis venue marquer vraiment les détails avec des cires à patiner. Je suis vraiment venue marquer au plus les détails les plus importants je trouvais par rapport au plan. Autre exemple, on avait décidé de refaire un pourpoint en cuir qui a été conservé, qui est au British Museum actuellement. Alors c'est un pourpoint compliqué avec toute une série de tout petits crevets. Donc l'idée était de complètement refaire ce pourpoint comme à l'époque, enfin du moins de façon plus historique possible. Grâce aux photos qu'il y a sur le site, aux travaux de Jonathan Dodds, j'ai donc pu avancer sur la réalisation. Là vous voyez un premier prototype avec beaucoup de petits trous où on retrouve normalement les cœurs et les étoiles présentes sur le pourpoint, un travail avec des manches à crever. Et là-haut, effectivement, une petite subtilité qui est assez difficile à voir, mais on voit en fait que tout le col est légèrement fendillé, qui permet tout simplement un mouvement, comme à l'époque. Voilà, et là donc je suis en plein petit trou. Là vous avez le dos qui est complètement percé, et je suis en train de travailler sur les pièces avant, petit à petit, avant de passer au montage, qui sera dans l'absolu la dernière étape, puisque la plus longue, c'est les étoiles et les petits cœurs. Résumer la mode à la Renaissance en un mot est pratiquement impossible parce qu'il y a une grande diversité de costumes. Il y a des costumes populaires, des costumes de cuisiniers, on a fait ça, et des costumes de cour. Et là, avec les costumes de cour, on est dans le plus grand luxe,
Alors qu'est-ce qui change par rapport aux périodes précédentes? Probablement le fait que les vêtements sont plus collés au corps. Et donc les grandes houppelande du Moyen-Âge sont abandonnées et à la place on a des justes au corps, on a des pourpoints, on a des chausses qui sont des sortes de collants et des hauts de chausses. On donne au corps une forme qui va être valorisante, une forme triangulaire par exemple pour le haut de costume masculin, ou pour le costume féminin, on va commencer à utiliser des corsets. Et puis, l'importance aussi de ce travail du luxe dans la mode, c'est de jouer avec quantité de matériaux différents. De la soie, du taffetas, et de faire apparaître par toute une série d'astuces les tissus précieux du dessous dans le costume du dessus. En fait, les costumes de la Renaissance sont des empilements de couches différentes. Les filières économiques qui produisent des vêtements sont nombreuses. Bon, d'abord, il y a les filières de la laine ou de la soie qui sont organisées en corporation. Donc là, il y a déjà toute une filière. Dans un deuxième temps, il y a la couture. Il y a la broderie, il y a les apprêts. En fait, en réalité, il y a plusieurs métiers qui travaillent à la réalisation d'un costume. L'instauration d'une manufacture de soieries tourangelles à Tours a été permise par un décret de Louis XI en 1470 et l'arrivée de la cour. Cela a permis le développement d'une économie de la soie dans tout le Val-de-Loire. Alors les étudiants et les élèves ont réalisé une dizaine de costumes. Ces costumes sont assez divers. Il y a des costumes populaires. Alors, ce costume-là, on voit déjà que même dans un costume populaire, il y a des surimpositions de couches. Hein, il y a une chemise sur laquelle il y a une cotte et une jupe. Donc tout ça impose des jeux de surimposition qui existent aussi bien dans les costumes de luxe que dans les costumes populaires. Ensuite, on a des costumes de la cour de France. Un costume de Louise de Savoie réalisé d'après des dessins aquarellés. En fait, on a toute une série de portraits de Louise de Savoie. Alors on peut choisir si c'est l'allégorie de la prudence, telle ou telle autre allégorie. Mais ce qui est intéressant, c'est que Louise de Savoie s'est habillée aussi bien en bleu qu'en noir. Tout dépendait un petit peu de la période. Donc on a pu travailler là-dessus. On a fait un costume de François Ier. Costume de François Ier en soie. Ce qui est intéressant dans ce costume de François Ier, qui est bien connu, qui est un costume de François Ier jeune, c'est les alternances de bandes dorées ou argentées. Et on a travaillé à partir d'un tableau bien connu. Ensuite, il y a la cour d'Espagne, par exemple. La cour d'Espagne, on est parti du patron de Juan de Alceca. Alors, c'est un costume compliqué à réaliser parce qu'il y a un pourpoint en dessous, il y a une robe, une jupe, une cotte, un manteau, le tout est brodé, avec des effets de crevé, c'est-à-dire on fait sortir le tissu du dessous qui est blanc dans le tissu du dessus qui est noir, avec des jolis effets de contraste. Voilà. Un autre costume espagnol est tout à fait intéressant aussi, les robes grises et roses, avec là encore des crevets. Les épaules, par exemple, vous saviez que les manches ne sont pas solidaires du costume. Les manches sont fixées sur le costume par toute une série de petits systèmes d'attache, ce qu'on appelle à la Renaissance des aiguillettes. Et puis, il y a dans les costumes espagnols un peu tardifs, il y a une particularité qui est le fait d'avoir des collerettes. Et ça aussi, c'est une spécialité qui se développe à la fin du XVIe siècle, mais qui disent la prestance,
qui vous oblige à vous tenir droit, de même que le corset vous oblige à vous tenir droit pour les femmes. Les costumes anglais ont été réalisés à partir de patrons restitués par une compagnie anglaise qui s'appelle The Tudor Tailor, hein, le tailleur anglais. Ces costumes anglais de la période de Henri VIII sont tout à fait spécifiques du tout début du XVIe siècle. C'est-à-dire que vous avez par exemple un costume avec un manteau noir et un pourpoint jaune, des hauts de chausses noirs également, et un béret à l'anglaise. On a également un costume sans doute un tout petit peu plus populaire qui représente un personnage en manteau assez long et marron. Mais tout ça, c'est la cour de Hampton Court, par exemple. Et on a travaillé à partir du Tudor Tailor. Nous avons aussi un costume d'époque Tudor. Nous avons choisi de faire un manteau bleu bordé de pseudo-fourrure, avec une robe en soie, à motif, et là encore des jeux de crevés avec des aiguillettes pour les manches. Et puis le troisième élément anglais que nous avons utilisé, c'est le pourpoint en cuir qui est effectivement une forme triangulaire, comme celle que je décrivais, un pourpoint à crever juste au corps, qui dit quelque chose en fait qui est très proche finalement des cuirasses du temps. Alors, pour les étudiants comme pour les élèves, on travaille sur beaucoup de domaines différents. On travaille sur de l'histoire de l'art, on travaille sur de l'histoire tout court, et puis dans un deuxième temps, il faut apprendre des gestes. Et donc c'est la conquête de ces savoirs du geste perdu qui nous importait. Normalement, tu enlèves l'aiguille et après tu retires en fait. Tu vois, ça se déroule. Quand tu as l'aiguille, c'est un peu